Ah, les petites poules de Pacham. Ah, les petites poules de Pacham. Ah, les petites poules de Pacham. Voilà. Ça, c'est pour la personne qui m'a demandé de faire une petite chanson en intro. Voilà. Donc voilà, alors je vous remercie. Hein, c'était super sympa. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des poules. C'était vraiment chouette. Donc voilà, donc en fait, il faut que vous sachiez quand même quelque chose de super intéressant. C'est que eh bien, la poule blanche annonce le bonheur parfait, mes amis. Donc voilà. Après, moi, je peux pas vous donner ma poule parce que il paraît évidemment que, on va dire, ça développe, comment dirais-je, des triangulaires, Donc voilà. Donc je garde ma poule sur la tête. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc vous avez vu le titre, hein, voilà, qui est un petit peu en résonance avec ma vidéo d'hier, hein, Amazoniaque. Donc voilà, voilà, je remercie aux personnes qui me suivent. Donc voilà, en plus je sais que c'est pour certains et certaines, en ce moment, c'est pas le super truc évident, hein, surtout quand on a des grosses prises de conscience. Donc voilà, je comprends tout ça et donc aussi, voilà, moi aussi, avant vous, j'ai été une petite poule d'eau, donc je sais de quoi je parle et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. Donc en fait, eh bien évidemment, vous êtes la copie des copies. Alors on va commencer. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi, voilà, d'où toutes les poules en fait nous descendent. Pourquoi on a toutes et tous un poulailler sur la tête. Donc voilà, eh bien, si tu as compris au cours des siècles que chaque civilisation s'était arrogée des textes écrits dans d'autres langues et aussi, on va dire, des expressions symboliques, eh bien, tu comprends aussi que leur interprétation était inexacte et subjective. Et donc, en fait, c'est ce que l'on appelle faire de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'en fait, on dissèque des informations donc on va dire en fonction, on va dire des aléas culturels et scientifiques et non plus objectifs, hein, évidemment, puisque on a toujours du mal à regarder, on va dire, les situations qu'on ne connaît pas. Alors on essaye de coller des étiquettes comme on peut, hein, c'est-à-dire que bon, la nana qui a une poule sur la tête, bon ben on se dit elle est fada cette fille, hein. Ouais, ça c'est sûr, hein. Ouais, t'as vu la tête qu'elle a là, avec sa poule sur la tête, hein. Je veux dire, moi j'ai jamais vu un truc pareil, hein. Donc forcément, ce que je connais pas, eh bien, je vais forcément mettre une étiquette, hein, évidemment, avant de creuser, évidemment, avant de faire le tour, on va dire, de ma poule. Donc voilà. Et donc voilà, évidemment, donc on regarde des situations, les symboles évidemment en fonction d'un prisme qui va servir, on va dire, une explication qui convient, hein, voilà. Donc souvent dans la dualité du mental, et ben, le mental, il aime bien se dire moi je suis le meilleur et puis les autres c'est des cons. Hein, donc voilà, c'est souvent ça. Donc on va trouver un petit élément, une poule sur la tête à quelqu'un pour dire bah oui, ce mec-là ou cette nana-là, elle est plus conne que moi. Voilà, j'ai vu qu'elle avait une poule sur la tête, donc forcément c'est une fille qui est complètement nulle. Hein, regarde-la, voilà, elle est ridicule. Donc voilà, donc ça c'est le prisme du mental qui sert, on va dire, une explication. Alors évidemment, ça peut se développer sur plein de domaines, hein. Ça peut se développer sur une culture, ça peut se développer sur une époque, ça peut se développer aussi sur un État et aussi sur une civilisation, hein. Voilà, c'est ce qu'on fait évidemment les sachants, les gentils archéologues, quand ils voyaient un caillou, eh bien, quand ils ne savaient pas trop, soit ils balançaient le caillou ou évidemment je veux dire le texte, voilà, où il disait des trucs, je veux dire, qui avaient ni queue ni tête, hein, ou puisque on va dire, on a trouvé une poubelle à côté d'une autre poubelle, forcément les détritus qui sont dans la poubelle appartiennent aussi, on va dire, à la poubelle à côté. Donc en fait c'est kiff kiff bourricot. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est planté évidemment en Amérique du Sud, et évidemment sur des millions d'années. Donc voilà, donc ça je vais le démontrer tout à l'heure. Et donc en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas regarder les choses, on va dire, de façon objective. Après, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement, je veux dire,
voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances, apprendre des choses, voilà, ne pas se focaliser sur des choses en fait qui vous arrivent en premier, mais éventuellement regarder des choses qui sont autour de vous, dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà, c'est le mec qui a l'habitude de prendre, on va dire, sa BM, et puis du jour au lendemain, il se met à faire du patin à roulettes, vous voyez, ce genre de truc. Hein. Et bien dans la tête, c'est pareil. Donc voilà, et il y a des gens que vous rencontrez qui font du patin à roulettes ou éventuellement qui ont des poules sur la tête. Donc en fait, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, on va commencer à faire des classifications. Hein, donc voilà, parce que quand on voit un truc qu'on ne connaît pas, d'abord, c'est effrayant. Hein, donc voilà, donc en général, on le met de côté ou on déchire la feuille ou le petit poème. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou on le met évidemment dans des petites boîtes, voilà, des classifications avec évidemment des variants de sa culture. Voilà, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà, on essaie de coller des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, donc voilà, on se dit, voilà, j'ai vu que la poule avait des pattes, voilà, donc oui, moi, dans ma caisse à outils, j'ai des pattes, donc ça peut peut-être coller l'affaire, hein, mais bon, on ne sait pas trop quand même, mais bon, on y va quand même, on se dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, hein, donc voilà, je vais dire que finalement, ce que je vois, c'est une patte. Voilà, c'est une patte et voilà, voilà, parce que j'ai des pattes dans ma caisse à outils. Et donc en fait, eh bien, en tout cas, donc ces variants culturels, évidemment, c'est aussi des variants qu'on trouve évidemment en géométrie, dans les mathématiques, donc en fait dans toute la sphère aussi scientifique. Et donc, en fait, qui ne permettront pas, on va dire, de regarder, on va dire, des situations, des personnes, une civilisation de façon cohérente, objective, mais on va dire avec des prismes et aussi des boîtes. Alors, c'est par exemple les gens qui ont l'habitude, on va dire, d'être dans une culture ou qui ont l'habitude d'avoir sous les yeux un seul texte sacré. Voilà, donc en fait, eh bien, ils vont regarder toute chose à travers cela. Voilà, et donc en fait, ils ne vont pas s'intéresser éventuellement à ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle par exemple de l'archéologie comparée, hein, sur, on va dire, différents continents et de mettre les choses, on va dire, en exergue ou tout simplement de faire des comparaisons. Hein, en fonction évidemment des civilisations et des époques à laquelle il y a eu des émergences en fait, on va dire, d'un continent à un autre. Voilà, donc ça c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. D'abord c'est très compliqué parce qu'il faut avoir une mémoire de, je veux dire, c'est pas une mémoire de chacal, hein, c'est une mémoire d'éléphant. Hein, donc là voilà, donc là il ne faut plus être dans la dissection. Hein, il faut essayer de se mettre, je veux dire, quand vous êtes, je sais pas, chef d'entreprise avec votre joli costume, et voilà, un week-end, vous faites le Guarani chez vous, hein, et puis vous voyez ce qui se passe, vous voyez, où vous êtes quelqu'un qui est un très très grand érudit ou un très grand maître, on va dire, du Zohar ou de la Torah, et puis un week-end, vous allez vous dire, pendant 12 heures, je vais faire comme un yogi. Voilà, je vais me mettre en tailleur et je vais voir ce qui se passe. Hein, je veux dire, et ça mange pas de pain, les amis. Hein, voilà, vous pouvez le faire. Je veux dire, voilà, il y a pas d'interdiction à ce genre de truc. Hein, ça s'appelle des expériences. Hein. Donc voilà. Et donc en fait, évidemment, quand on ne fait pas ce genre de choses, quand on est plutôt dans la classification, voilà, alors évidemment, on arrive à une certaine désolation, hein, au niveau, je veux dire, psychique, au niveau culturel, évidemment, puisqu'on reste évidemment que dans notre solution aqueuse que l'on a appris depuis qu'on était petit, et même avant. Hein, donc voilà. Donc en fait, évidemment, malheureusement, eh bien, on met de côté tout ce qui ne sert pas, évidemment, votre discours, tout ce qui ne sert pas la démonstration, surtout lorsqu'il s'agit, on va dire, de l'ego. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, eh bien, ça c'est pour mes jeunes amis, on avait des Legos, hein, et quand le Lego ne s'emboîte pas, je veux dire, correctement, ou que l'on trouve, on va dire, un mouton à 5 pattes, eh ben, on le dégage. Hein. Voilà, en tout cas, moi, quand j'étais petite et que je jouais avec mes Legos, quand il y avait un truc qui rentrait pas, c'est vrai que je le foutais de côté. Hein. Je veux dire, c'est automatique et donc, en fait, on ne se rend pas compte, évidemment, qu'on peut mettre des choses de côté qui semblent, à première vue, on va dire, voilà, ça ne vous convient pas.
Et puis finalement, peut-être le truc qui ne vous convient pas, eh bien peut-être que ça va vous servir plus tard. Voilà. Et donc voilà, donc c'est le mouton à 5 pattes, hein, c'est la fille avec sa poule sur la tête aussi. Et donc on va dire, quand on trouve un mouton à 5 pattes, eh bien on va jeter la 5e patte, hein, la 5e patate de la poule, parce que dans ta représentation, en tout cas que tu te fais du mouton, eh bien tu n'imagines pas qu'il puisse avoir, on va dire, avant ton mouton à 4 pattes, eh bien des peuplades de moutons à 5 pattes. Voilà, c'est ça. Et donc, eh bien, le mouton à 5 pattes, c'est un petit peu comme l'île de Pâques, hein. Je veux dire, c'est un peu un mystère, hein. On ne sait pas d'où ça descend. On voit des trucs, je veux dire, et là on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi ils ont fait l'île de Pâques, hein. Je veux dire, moi je veux dire, je ne comprends pas. J'ai vu une poule, voilà, j'étais dans mon jardin, il y avait des œufs, puis là je suis tombée sur l'île de Pâques, hein, et là je n'ai pas compris ce qui se passait, hein. Donc voilà. Et voilà, donc en fait, évidemment, le mouton à 5 pattes, vous l'avez bien compris, c'est un symbole, voilà, et ça concerne aussi tous les mystères, évidemment, des civilisations, on va dire, voilà, entre, on va dire, les différents continents, hein, quand on fait de l'archéologie comparée dans le Pacifique ou en Amérique du Sud, hein. Et donc, parce que l'on ne sait pas regarder ce que l'on ne connaît pas, eh bien, en fait, on ne voit pas les choses, tout simplement, et donc en fait on perd beaucoup d'informations et on perd aussi beaucoup d'opportunités, hein. C'est les moyens opportuns évidemment du Bouddha, voilà, et donc quand on met on va dire des moyens de côté, c'est sûr qu'après on a peut-être du mal à avancer si, on va dire, ces moyens qui paraissaient un peu bizarres, hein, qui paraissaient très mystérieux, hein, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, hein, c'est tout ce que vous voulez, et bien, en fait, ça vous sépare, voilà, ça vous sépare de beaucoup d'opportunités aussi dans votre vie. Et donc voilà, souvent, ce qui se passe, c'est ces gens, ouais, non mais moi, je sais les choses, hein. Et cette fille-là, avec sa pousse oreille, qu'est-ce qu'elle me dit, là? Moi, quand même, je veux dire, j'ai une chaire d'anthropologie, hein. Donc voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, hein, la nana, là? Là, ça va pas du tout, là, dans ma tête, je veux dire, ça fait vraiment, je veux dire, c'est le Big Bang, hein, mes amis, hein. C'est le tohu-bohu de la... C'est pas le tohu-bohu du Sutra du Lotus, c'est le tohu-bohu de la Torah. Voilà, c'est l'état gazeux, donc on est dans le chakra à 1000 pétales, voilà, on est avec le comte de Saint-Germain, voilà, avec la petite lumière violette sur la tête. Et donc en fait, eh bien, voilà, parce qu'on se sent tout simplement supérieur, et évidemment quand on est... je veux dire, en train de se faire des films dans sa tête en disant qu'on est une super civilisation, qu'on a tout compris et que c'est les scientifiques, les sachants, voilà, qui nous ont dit la vérité. Bon, là, c'est sûr, on est un petit peu mal barré. Et donc, en fait, évidemment, c'est dans cette civilisation, la nôtre, hein, vous l'avez compris, qu'on se dit que les Grecs ont tout inventé et qu'on n'imagine pas non plus que Thoth était un homme avant d'être un mythe et que son père détenait une connaissance issue d'une autre civilisation qui était, je veux dire, voilà, c'était à moins 9000 ans, les amis, avant Jésus-Christ, et qui était déjà évidemment extrêmement développée. Donc ça, je l'ai développé dans ma précédente vidéo. Et donc en fait, effectivement, donc voilà, donc ça va faire un petit peu un suivi et vous allez comprendre le truc. Effectivement, en fait... c'est assez intriguant que les Égyptiens soient arrivés avec une culture, une super connaissance, je veux dire un socle de savoir, sans avoir, on va dire, comme les autres civilisations, on va dire, je veux dire, mis en place des systèmes de barbarie, hein, des systèmes en fait où en fait il y avait le tohu-bohu. Je veux dire, ça n'existe pas. Je veux dire, tous les systèmes en fait de création, on va dire civilisationnelle, hein, je veux dire même vous, hein, je veux dire la prise de conscience, hein,
c'est le tohu-bohu de la Torah, je veux dire, c'est le Big Bang. Vous comprenez un petit peu que avant de mettre en place un truc qui tienne la route, eh ben, il faut laver par terre. Hein. Je veux dire, le château que vous avez acheté, je veux dire, il est en ruine. Hein, donc, il faut commencer évidemment à mettre les vitres, à refaire la toiture et tout ça. Hein. Donc en fait, on n'a jamais vu, si vous voulez, une civilisation qui arrivait déjà avec un socle aussi élevé en termes de développement. Hein. Donc voilà. Et donc voilà, parce que évidemment, la plupart des civilisations, eh bien, il y a une errance. Hein. On a bien vu Moïse avec son peuple dans le désert, hein, quand il part de chez Pharaon. Voilà, je veux dire, ils sont dans l'errance. Voilà, ils sont dans la recherche. Hein. C'est ce que ça veut dire aussi. Et ils sont aussi je veux dire, dans le nettoyage karmique, dans tout ce dans la soumission par rapport à Pharaon et tout ça, et aussi dans la prise de conscience aussi qu'ils étaient, je veux dire, un peuple juif, un peuple, voilà, avec, on va dire, une empreinte, une identité particulière. Et donc, en fait, après, évidemment, cette errance, on va dire, eh bien, il y a souvent, évidemment, une progression. Et après, il y a un avènement. Hein, voilà, ça s'est passé aussi chez nous. Hein, donc voilà, avec les rois de France. Hein, je veux dire, avant le christianisme, avant, je veux dire, la prise de Constantinople, avant, je veux dire, Vercingétorix. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait il y a des trucs qui se détachent, je veux dire, voilà, c'est la tectonique des plaques, hein, voilà, et donc petit à petit, on va dire, il y a, je veux dire, des choses qui se reconstituent, voilà, on refait un peu l'œuf de la poule, hein, vous voyez, on refait un peu l'œuf cosmique aussi. Et donc, en fait, eh bien, par exemple, on peut prendre aussi l'exemple des cités-États, donc de la proto-histoire, de Ur, de Uruk et de Mari, aussi des Hittites et des Ourites, et aussi des Mitanniens, des Parthes, voilà, toutes ces civilisations, on va dire, qui ont traversé, on va dire, moi j'étais un petit peu spécialiste de la Mésopotamie, donc voilà, et donc en fait j'ai vu, si vous voulez, que toutes ces civilisations, je veux dire, elles descendaient pas toutes seules, hein, je veux dire, elles prenaient des bouts à droite et à gauche, hein, on a bien vu avec les Grecs comment ils avaient fait, comment ils avaient réécrit les textes, voilà, eux ils étaient à fond dans la connaissance et ils nous ont pondu, je veux dire, de la mythologie, je veux dire, en veux-tu, en voilà, hein, je veux dire, l'Odyssée, Homère, c'est même pas lui qui l'a écrit, il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui aient écrit l'Odyssée d'Homère, hein, en même temps. Donc voilà, donc en fait tout ça évidemment nous arrive voilà, comme ça, enfin je veux dire, c'est les copies, des copies, des copies. La photocopieuse, elle a marché sur certains trucs, et puis il y a d'autres copies, je veux dire, on les a mis un peu de côté. Et donc en tout cas, donc je reprends sur les Égyptiens, et donc évidemment toutes les civilisations, on va dire, postérieures, donc je veux dire aux Égyptiens et aux Grecs, en fait, ont découlé évidemment d'un socle commun qu'on a vu, hein, je vous ai donné des petits exemples. Et donc en fait, et il faut comprendre aussi, alors ça c'est assez intéressant, parce que moi ça a été c'était un peu mon questionnement pendant des années. Je me suis toujours demandé pourquoi la plus grande bibliothèque du monde, en fait, était à Alexandrie. Bon, elle a brûlé, ok, mais elle était quand même dans un port, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Elle était vraiment je veux dire, c'était le nœud gordien, finalement, de toutes les civilisations, de tous les semages, en fait, qu'on a eu, on va dire, au niveau civilisationnel. Et donc en fait, eh bien, malheureusement, la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Hein, donc voilà, donc en fait tous les manuscrits, tous les papyrus, tout ça ont brûlé, hein, toutes les copies aussi évidemment. Et cela nous a coupé définitivement de notre passé. Et donc il faut comprendre aussi, enfin donc moi c'est ce que j'ai, voilà, après tout ce que je dis n'engage que moi, hein, bien sûr, hein, voilà, vous pouvez aller regarder et lire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est vrai que on a souvent dit que les Mayas étaient de grands navigateurs,
et qu'ils se sont mélangés, on va dire, aux Grecs et aux Égyptiens. Alors évidemment, le mélange, quand je parle de mélange, je parle de mélange évidemment d'informations, parce que nous n'avons que des fragments, que des manuscrits, que des trucs. On a dit que, on a vu que, hein, je veux dire, voilà, c'est un petit peu le téléphone arabe, et puis c'est vrai qu'à travers tout ça, quand il y a des redondances, on peut effectivement dire, c'est peut-être vrai, voilà. Mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est peut-être vrai, on ne sait pas. Ah, effectivement, je pensais que c'était un truc qui était la pure vérité, hein, je veux dire, voilà. Et puis, finalement, non. Voilà, on déplace le centre de gravité sur des choses qui sont un petit peu différentes de ce que l'on a, de ce qu'on en a appris, en tout cas. Donc, pour les gens qui ont toujours marché en chaussures à talons, eh bien, c'est vrai que vous allez vous rendre compte que, on va dire, les baskets, c'est quand même, voilà, on se déplace mieux, on va plus loin qu'avec une paire de talons, hein, voilà. Et donc, dans les cultures, dans les civilisations, c'est un petit peu ça, hein, donc voilà. Et donc en fait, vous allez comprendre que y a des gens qui avaient déjà des baskets, hein, avant les Égyptiens. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça qu'il faut prendre les trucs, hein. Ils n'avaient peut-être pas les baskets qu'on a en ce moment, mais en tout cas, ils avaient pas mal de trucs pour se déplacer. Voilà, donc voilà, parce que nous, on parle toujours des Vikings, voilà, les mecs, je veux dire, ils avaient des dracars et tout ça. Mais avant eux, bien avant eux, bien sûr, avant l'iPhone, hein, mes amis, il y avait les Mayas, qui étaient de grands navigateurs. Et donc en fait, on a la trace en fait d'une civilisation qui s'appelle les Carians, donc il y a 20 000 ans, hein, donc ça c'est dans les tablettes et tout ça. Et donc en fait, ces Carians venaient de l'Amérique du Sud et aussi du bassin amazonien. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait en intro, enfin je veux dire, voilà, ma vidéo sur Amazoniac, pour un peu remettre en fait tous les fils, je veux dire, entre les civilisations. Et donc en fait le bassin amazonien était semblable en fait à la Méditerranée, hein, donc voilà, et puis après il y a eu la tectonique des plaques, et puis il y a eu des montagnes qui ont poussé. Voilà, il n'y avait pas eu encore de marée et de cataclysme, hein, voilà. Et c'est pour ça que dans la Bible, en fait, on nous parle de l'arche de Noé, on nous parle d'un énorme déluge. Voilà, donc en fait, ça c'est pareil, c'est des choses évidemment qui ont été rapportées. Alors, on ne sait pas trop au niveau des dates, hein, mais c'est vrai que on parle souvent en fait de cataclysme, de déluge, voilà, de boue, enfin voilà, on n'arrivait plus à traverser les mers, hein, parce que c'était, il y avait des trucs qui se sont fermés. Hein, donc voilà, alors on peut imaginer qu'il y avait peut-être qu'il y avait des voies maritimes qu'on n'a plus aujourd'hui, hein, c'est possible. Et donc en tout cas cette mer d'Amazon en fait était en fait au niveau du Venezuela actuel, et on retrouve la mer d'Amazon sur des tablettes au Tibet. Voilà, ça c'est quand même assez incroyable, qui indique aussi la position des étoiles à cette époque. Alors c'est marrant parce que, bon, si vous n'êtes pas navigateur, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est vrai que, je veux dire, les navigateurs, ils utilisaient le sextant. Et donc c'est vrai que quand on navigue, en fait, on navigue aussi avec les étoiles. Voilà. Et donc ça c'est vraiment intéressant, hein. Pendant des siècles en fait les grands navigateurs, eh bien ils voyageaient en fait avec le sextant, c'est-à-dire qu'en fait ils tiraient des routes en fait en fonction des étoiles et du déplacement des étoiles dans le ciel. Voilà, donc en fait les Carians habitaient le long de la mer d'Amazon, et donc en fait des tablettes mayas précisent qu'ils étaient déjà installés en Amérique centrale au temps de la reine Mou. Alors ça c'est un manuscrit, hein, c'est le manuscrit de Troano que l'on trouve en fait au musée de Madrid, qui a été ramené en fait par un Espagnol, hein. Le mec, je veux dire, ça devait être un conquistador ou un type qui faisait partie, on va dire, des expéditions, voilà, peut-être de Christophe Colomb, on ne sait pas. Et donc, il a ramené, en fait, un manuscrit qui fait 70 pages. Je veux dire, et puis à l'époque, si vous voulez, c'est des trucs qui se déplient, c'est ça qui est intéressant, hein. Et on a exactement la même configuration aussi dans le livre des morts,
voilà, des Égyptiens. Hein, c'est des machins qui se déplient, hein, mes amis. Et donc en fait, ça, évidemment, le manuscrit de Troano, voilà, alors, si ça correspond à la reine Mou, hein, je veux dire, tout ça, évidemment, bon, il y a des trucs qui sont, tout est contredit par plein de gens, hein, évidemment, je veux dire, il y a des gens qui disent ça, des grands archéologues, et puis il y en a qui disent le contraire, hein. Bon, après, il faut quand même avancer, hein, mes amis, il faut faire sa salade, et donc, en fait, eh bien, c'était il y a 16 000 ans. Et donc en fait, ces Carians ont donné le nom à la mer des Caraïbes. Donc voilà, c'est ce qui nous reste, hein. C'est la mer des Caraïbes, de tout ça, hein. Donc en fait, alors à l'époque, hein, la tribu des Carians, on va dire, va se scinder entre plusieurs tribus. Parce qu'à l'époque, en fait, eh bien, ils allaient coloniser, hein. Ils faisaient comme nous on a fait, hein, voilà. Ils colonisaient évidemment le monde, et c'est comme ça que la colonie, on va dire, de Thoth, hein, qui est un homme, hein, je vous le rappelle, eh bien, est arrivée en Égypte. Voilà, c'était une colonie, mes amis. Voilà. Et après, ça a fait les Égyptiens. Et donc en fait, une des tribus de ces Carians, j'ai relevé, donc en fait, pris le nom d'Athéniens, hein. Alors évidemment, ça c'est des traductions, hein. Donc bon, Athéniens, Athènes, voilà, on est un petit peu là-dedans. Et d'anciennes tablettes égyptiennes nous apprennent que l'ancienne Athènes fut détruite par un tremblement de terre et submergée il y a 11 500 ans. Donc voilà. Et donc après cette destruction, on n'entendit plus parler des Carians jusqu'à moins 1104 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est-à-dire qu'après, on ne sait pas où ils passent, les Carians. On pense éventuellement qu'ils ont dû se dissoudre en fait dans les Grecs, hein, parce que souvent c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Ur, avec les cités-États d'Ur, d'Uruk et de Marie en Mésopotamie, voilà. Et ça a donné en fait les Sumériens aussi, entre le Tigre et l'Euphrate, et aussi après les Hittites et les Ourites, je veux dire sur le plateau qui est l'équivalent, voilà, à la Tchaouyouk, c'est l'équivalent, on va dire, de la Turquie, hein, voilà, c'est un petit peu là, voilà, hein, pour vous situer. Et bien là, c'est pareil. Donc en fait, on a des civilisations en fait qui se jettent à la fin. Voilà, les gens, je veux dire, ils meurent pas tous d'un coup, hein. Donc en fait, ils se baladent. Hein, et comme les Carians, c'est quand même des grands navigateurs, eh bien, on peut dire que, eh bien, en tout cas, cette tribu qui se faisait appeler en fait les Athéniens ou Athènes, hein, puisque c'est ça les traductions, eh bien, en fait, eh bien, voilà, après, ils ont essaimé, on va dire, chez les Grecs. Hein, donc voilà, donc c'est la prise directe, hein, mes amis. Et donc en tout cas, alors ce qui est assez marrant, c'est en fait c'était chic pour un grec d'être en fait un descendant de Carian. Hein. C'était genre ouais, attention, hein, toi, je veux dire, attends, fais gaffe, hein. Moi j'ai des blasons, hein, moi je suis Carian, hein, toi t'es la plèbe, hein, toi t'es qu'un t'es qu'un grec, hein. Moi je suis un Carian, hein, attention, hein, fais gaffe, hein. Moi je descends d'une super civilisation, je veux dire, voilà, moi je tiens la route, moi j'ai de la connaissance, des trucs que tu connais pas, attention, hein. Voilà, moi je suis Carian, hein. C'est un petit peu comme on va dire à une certaine époque, hein, on disait, ouais ben moi je suis noble, hein. Alors je veux dire, toi là le balayeur de service, là tu me parles pas, hein. Tu comprends, toi t'es qu'un bourge, hein. Moi je suis un noble, hein. Voilà, moi tu comprends, moi je descends, hein. C'est moi qui ai fait l'histoire de France, hein. Alors fais gaffe, hein. Donc en fait c'était un petit peu ça en fait qu'on avait évidemment. Donc voilà, c'était comme les nobles, hein, voilà, d'être Carian chez les Grecs. Et donc en fait, je suis tombée sur des trucs, c'était assez rigolo. C'est certains philosophes en fait se vantaient de leur descendance cariane.
Donc voilà, c'est super marrant parce que finalement, vous voyez, on reproduit finalement les mêmes trucs. Hein, donc voilà, donc en fait, voilà, on avait des philosophes grecs qui étaient là, qui disaient ouais, moi je suis un descendant des Carians, hein, fais gaffe, hein, je veux dire, ouais, moi ça remonte loin, hein, tu comprends, moi j'ai des super racines et tout, voilà. Et donc en fait, ils devaient se balancer leur blason, hein, je veux dire, ouais, fais attention, hein, moi j'appartiens à une super famille, hein, moi j'ai des blasons, hein, méfie-toi, hein. Je veux dire, non, toi t'es rien du tout à côté, hein, je veux dire, moi je suis Carian, hein, donc voilà, moi mes blasons, je veux dire, c'est du lourd, hein, tu comprends pourquoi ma famille, je veux dire, voilà, ils sont riches, hein, voilà, alors si t'es avec moi, c'est à cause de mes titres, hein, c'est à cause de mes titres, et puis c'est à cause de ma fortune, et puis c'est à cause du nom de ma famille, hein, parce que moi je descends des Carians, hein, tu comprends, hein. Donc voilà. Et donc en fait Hérodote affirmait en tout cas être un Carian. Et donc en tout cas sur la carte tibétaine, hein, dont j'ai parlé précédemment, eh bien on mentionne l'emplacement d'une ville préhistorique. Alors la ville elle s'appelle Tiwanaku, pardon. Et donc en fait dans cette ville, en fait cette ruine, hein, voilà, parce que c'est des ruines, hein, maintenant, eh bien il y a un extraordinaire monolithe, voilà, qui est couvert d'inscriptions en Kara Maya. Donc voilà, alors évidemment, bon ça c'est en Bolivie, hein, donc voilà, c'est pas du tout en Europe, hein. C'est pour ça qu'étant donné que la plupart des savants et la plupart des sachants et aussi des archéologues, bon, c'était quand même des Européens, et puis à l'époque, je veux dire, ils se prenaient tous, je veux dire, pour les Carians, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc évidemment, eh bien, on peut dire qu'il y a eu pas mal de sous-couches, en fait, on va dire, de choses qu'ils n'ont pas vues, voilà, parce qu'ils s'intéressaient essentiellement à voir en quoi, on va dire, la civilisation peut être européenne, plutôt grecque, on va dire, je veux dire, voilà, qu'est-ce qui faisait que eux, ils étaient brillants, enfin, je veux dire, voilà. Voilà. En fait, ils cherchaient tous les trucs qui pouvaient les monter du col. Et c'est vrai que quand on dit, tu sais quoi, avant les Grecs, en fait, c'est les Boliviens. Hein, donc, là, ça te fout un petit peu mal, quoi. C'est Lucie en Afrique, c'est des trucs comme ça. Je veux dire, quand ça vient d'Afrique et puis quand ça vient de Bolivie, je veux dire, il y a des savants, ils se disent, quand même, je veux dire, T'es sûr que ça vient de la Bolivie, parce que t'as vu le truc, hein, je veux dire, nous c'est Louis XIV, hein, nous, je veux dire, c'est faste et splendeur, hein, donc là, ça fait chier quand même, hein, ça fait chier de voir ça, hein, mais bon, c'est comme ça. Et donc en tout cas, ce magnifique mégalithe, il est quand même à 3800 mètres, hein, je veux dire, il faut aller le chercher, hein, mes amis, hein, je veux dire, il n'est pas dans le shop du musée, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, en tout cas, ce magnifique mégalithe, eh bien, c'est le vestige d'un temple. Voilà. Et donc, en fait, là, on est à moins 16 000 ans. Hein, donc, évidemment, voilà. Donc, en fait, à l'époque, évidemment, il faut comprendre que la cordillère des Andes n'existait pas. Et c'était, voilà, je veux dire, en fait, le territoire, il était plat. Hein. Il était plat, c'était le plat pays comme la Belgique. Hein, il n'y avait pas de montagne. Donc voilà, donc en fait c'est une pierre qui raconte évidemment les premières colonies d'Égypte. Et donc en tout cas on va dire l'érection, on va dire, des montagnes, en fait voilà, détruisit évidemment cette civilisation plus tard. Et donc en tout cas le mégalithe, le monolithe, pardon, se brisa en deux. Et donc en fait, ce qui est assez bizarre, si vous voulez, après moi j'ai regardé juste sur les dates, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs, hein, voilà, d'archéologues, hein, des mecs, les spécialistes, hein, les savants qui projettent tous leurs trucs, eh bien ils ont attribué cette pierre aux Incas. Hein, donc voilà, alors les Incas c'est quand même 15 000 ans après, hein, mes amis, hein, voilà.
c'est sûr que bon, et pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu, on a eu Christophe Colomb, évidemment, on a eu les Espagnols, les Portugais, on a eu tous ces gens-là. Et donc évidemment, on a fait des projections et on n'a pas vu les sous-couches, hein, on n'a pas vu ce qui se passait en dessous. Et donc en fait, au début, on se disait, voilà, tout ce qu'on voit là, c'est des Incas. Hein, parce que vu qu'on connaît que les Incas, on connaît que les mecs, on connaît que Quetzalcoatl, on connaît que la plume. Hein, et donc voilà, et comme on était venu quand même pour les évangéliser, on ne pouvait pas comprendre en fait qu'il y avait une super civilisation avant. Enfin, je veux dire, c'était complètement contradictoire. Voilà, parce que nous, je veux dire, on les prenait vraiment, je veux dire, comme pour des balayeurs. Hein, quand on est arrivé, je parle des conquistadors, évidemment, des Européens, des Blancs, des Espagnols, voilà, la cour d'Espagne et tout ça. Bon, après, la cour d'Espagne, c'était aussi des cours européennes, hein, mes amis. Et donc, en fait, quand on est arrivé, évidemment, avec notre supériorité, voilà, de Blancs, hein, sur les Indiens, c'est sûr que quand on a vu des trucs comme ça, voilà, et on s'est dit, voilà... c'est pas possible que ces mecs-là, ils aient fait une super civilisation avant nous. Hein. Ça défie toute concurrence. Hein. Enfin, je veux dire, donc voilà, nous, on était à fond dans les Grecs. Hein. On a dit, nous, on descend des Grecs. Hein. Attention. Hein. Donc voilà. Donc bon, et les Égyptiens, c'était un petit peu compliqué, hein, parce que dire, bon, avec Ptolémée, machin, c'est dire, oui, il y a eu des influences. Voilà, c'était gréco-romain. Voilà, on a essayé de récupérer tout ça. Et puis bon, tout le monde essaye de récupérer les Égyptiens, hein, mes amis. Hein, mais bon, c'est un petit peu, voilà. C'est-à-dire c'était une colonie, hein, et voilà, et il venait d'un truc autour du Pacifique, hein, visiblement, ou d'Amérique du Sud, hein, voilà. Et en tout cas, c'est ce que dit ce monolithe qui a été brisé en deux. Et donc en fait, c'est très intéressant aussi, hein, parce que cette pierre, en fait, n'a pas en fait d'alphabet hiératique. Contrairement en fait au livre des morts, évidemment, qui a été évidemment écrit plus tard. Et voilà, parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc sur Amazoniac. Donc à la page 26, on avait en fait un alphabet hiératique, voilà, qui reprend, on va dire, les symboles. Et donc en tout cas là, on n'a qu'une suite de symboles qui forment une allégorie. Donc c'est très très intéressant évidemment parce qu'au niveau des langues en fait qui sont développées après, notamment des langues asiatiques, évidemment on est sur des histoires de symboles. Hein. Prenez par exemple l'écriture chinoise. Il faut savoir que le mandarin, en fait, bon, c'est des trucs simplifiés, mais à la base, en fait, même en Chine actuellement, il y a 8 dialectes, dont le cantonais qui n'a rien à voir évidemment avec le mandarin. Et donc en fait, eh bien, toutes ces langues en fait partent en fait d'une allégorie à partir en fait d'un symbole. Et c'est aussi pour ça que Jung en fait s'est énormément intéressé aussi aux symboles par rapport évidemment à la psychanalyse. Et donc évidemment cette allégorie, évidemment ça forme un texte, hein, cet ensemble de signes. Et donc en fait de la même manière, on va dire que les Grecs nous ont abreuvé d'histoires allégoriques, hein, puisqu'ils ont repris le même système, on va dire, je veux dire de développement de la pensée, hein, la même structure mentale, et c'est devenu évidemment des mythologies comme l'Odyssée, comme voilà. Alors après Ulysse 31, Télémaque, vous voyez toujours des trucs. Et donc ça c'est pour mes jeunes amis, mais moi je ne sais pas si on voit ça encore. Et donc en fait sur cette pierre on remarque que le nombre en fait 3, en fait on le retrouve partout. Et c'est vraiment intéressant parce que d'un point de vue, on va dire, d'abord Pythagore, évidemment, ça vient de Thoth. Je veux dire, eh bien, Pythagore, en fait, évidemment, c'est le triangle de Pythagore aussi. Vous avez toute la géométrie sacrée aussi qui vient de l'arbre kabbalistique. On est toujours sur le sceau de Salomon, évidemment, avec des triangles. Et on est aussi sur le chakra, hein, sur les chakras, évidemment, avec des triangles. Et plus il y a de triangles, évidemment, plus il y a de pétales de lotus, hein, mes amis. Donc tout ça, on va dire, semble venir de cette pierre qui est en Bolivie. Et donc en fait, le symbole numérique, c'est le symbole numérique en tout cas de cette civilisation, c'est 3. Et on a même aussi, je veux dire, dans le Yiking, on va dire, c'est pareil, c'est des tétragrammes.
Et c'est par 3, voilà, alors ils sont creux, ils sont pleins, ils sont creux, ils sont pleins, et donc en fait ça vient aussi de là, parce que c'est des rectangles, voilà. Et donc en fait on va dire, donc la tête est faite, donc la tête, parce qu'il y a une tête au centre de cette pierre, est faite de 3 couches superposées, donc tout va par 3, formant un écusson. Donc, bon, bah, pour les carians et puis les nobles et tout ça, et ben, en fait, les écussons, hein, mes amis, ça vient de là. Ça vient de cette pierre, en fait, de Bolivie. C'est quand même assez rigolo, hein, mes amis. Donc, on ne sait pas si ça vient des champs de bataille parce qu'ils se mettaient des croix sur la tête pour éviter de taper sur leurs voisins. Donc voilà, donc en fait ces 3 couches superposées formaient un écusson, hein, visiblement qui était le symbole, on va dire, de cette civilisation. Après, nous on a fait des écussons pour les villes, des écussons pour les familles. Bon, maintenant ils font même des écussons, je veux dire, pour les entreprises. Donc voilà, bon bah c'est parti en sucette, mes amis. Et donc en fait, voilà, donc les premiers écussons visiblement semblent venir de Bolivie, hein, donc c'est bien, ça va faire plaisir à du monde. Donc on va dire, il y a évidemment donc sur cette représentation une couronne de 3 plumes et un triple sur lequel en fait il y a un triple trône. Donc voilà, donc tout est par 3, hein, donc voilà, alors le trône c'est un peu comme les Neshamot, voilà, donc c'est par 3, hein, mes amis. Donc ça, on retrouve tout ça évidemment dans l'arbre kabbalistique, je veux dire dans la Kabbale aussi. Et sur chaque joue en fait de ce visage, il y a 3 points. Donc là aussi, c'est pareil. Voilà, et le pectoral contient 3 rectangles, pardon. Et donc là, on retrouve évidemment les tétragrammes, voilà, tout ça. Symbole à la fois évidemment de la géométrie et aussi, je veux dire, de l'alphabet. Hein. C'était à la fois de la géométrie et en même temps c'était une forme d'écriture, hein, une forme d'écriture évidemment symbolique. Le sceptre est orné de 3 têtes d'oiseaux, hein, donc voilà, donc là c'est pareil. Je veux dire, là on est sur de la symbolique, hein, bien sûr, qu'on va retrouver après chez les Incas, hein, bien sûr, avec, je veux dire, Quetzalcoatl, le condor, enfin toute la symbolique, on va dire, des oiseaux. La bouche est un rectangle aussi, hein, donc voilà, et la tête est entourée de rayons placés par groupe de 4. Alors, c'est intéressant, justement, voilà, je voulais savoir si ça vous faisait penser à des représentations, un visage avec des rayons cosmiques qui partent de la tête. Donc voilà, évidemment, ça fait penser à toutes les représentations religieuses, au royaume de Dieu, ça fait penser évidemment à la couronne, ça fait penser à la couronne cosmique, à la couronne céleste. Donc voilà, donc c'est... Alors là, en fait, bon, ils ont traduit comme ça, c'est l'empereur de l'Empire du Soleil. Donc voilà, alors c'est intéressant parce qu'en Asie, évidemment, on a toujours cette représentation du soleil, notamment chez les Japonais, et notamment dans le Kobudo et le Bushido, je veux dire, chez les samouraïs qui maniaient le sabre, pardon. Et donc, en fait, ils avaient cette représentation, en tout cas, du soleil levant, notamment. Et aussi chez les kamikazes. Et donc après, évidemment, on va voir cette même représentation chez les Égyptiens, le dieu soleil Ra. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi, on va dire, sur cette pierre, une représentation d'un écusson avec une tête de jaguar ou une tête de léopard. On sait pas trop. On s'est dit que c'était un léopard, mais ça peut être un jaguar aussi. Et sur une autre, on va dire, on a des têtes de serpents. Donc voilà, donc c'est un petit peu dans la mythologie grecque, en fait, on avait Hercule qui se battait contre l'hydre, l'hydre à 2 têtes, voilà, on a aussi la symbolique du serpent dans le Caducée, on a la symbolique du serpent dans Adam et Ève, donc voilà, on a tout ça, hein, donc voilà, évidemment, bon là on est à moins 16 000 ans, mes amis. Et donc, on va dire, selon le manuscrit de Troano, donc en fait, donc ce manuscrit qui a été trouvé ou ramené
par un Espagnol, hein. Donc en fait c'est le fils de Juan Troitortolano. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a réduit, on s'est dit ce mec a un nom beaucoup trop long, ça ne nous va pas dans le musée, donc on va l'appeler Troano. Qui le vendit au musée de Madrid. Voilà, donc en fait, voilà, c'est... alors peut-être que son père le tenait de son grand-père, on ne sait pas trop non plus. Donc voilà, donc il y a évidemment, je veux dire, beaucoup de feuillets. Hein, voilà, ça se déplie, hein, vous voyez, c'est un petit truc qui se déplie comme ça. Ça prend beaucoup de place, hein, ça prend je veux dire, un espace entier à Madrid. Et donc en fait... alors moi je parle essentiellement des 70 pages de Troano, je ne parle pas des trucs qui ont été rajoutés, hein, parce que évidemment quand il y a un truc qui est assez ahurissant, je veux dire on va rajouter évidemment des trucs à côté, hein, et on va trouver des gens évidemment pour dire que c'est le même. Hein, je veux dire, c'est l'histoire, voilà, il y a une pierre, visiblement, ben voilà, c'est... je veux dire, la pierre, non, mais finalement, en fait, c'est un lingot d'or, ok. Et puis, puisqu'il y a une pierre à côté, on va la mettre avec. Hein. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe souvent. Donc, moi, je ne parle que des 70 passages de Troano et pas de ce qui a été rajouté après, hein, par les sachants qui se sont dit, ça peut coller avec, voilà, c'est un petit peu comme, je veux dire, une bande dessinée de Tintin, vous voyez. Il y a des gens qui veulent essayer de faire la suite parce que, voilà, pour eux c'est bien, pour leur gloriole c'est bien, et puis peut-être que, bon, le musée il va acheter, hein. Hein, parce que les musées ils achètent, hein, mes amis, et quand il y a des trucs incroyables, ils achètent très très cher. Donc il y a ça aussi. Et donc en fait sur ce manuscrit de Troano, eh bien c'est la reine de l'époque qui rend visite à la colonie maya de Saïs dans le delta du Nil pendant le 1er siècle en fait de son existence. Et donc on va dire et à cette époque, en fait, elle rencontra Thoth, donc le fondateur, donc Thoth est fondateur de la colonie maya en Égypte, voilà, qui deviendra évidemment après la grande civilisation égyptienne. Alors la colonie du Nil, évidemment, fut fondée il y a 16 000 ans et on peut dire, voilà, en mettant les choses en perspective, que le monolithe a été gravé plus ou moins à la même époque. Alors évidemment, vous comprenez de cette manière-là que beaucoup de copies ont été transmises, parfois bien, parfois mal, voilà, avec aussi beaucoup d'encre sympathique, hein, des gens, je veux dire, sympas, voilà, qui ont mis des copies entières de côté, hein, voilà, simplement parce que voilà, ça ne les intéressait pas. Et donc, on va dire, souvent, on a en tout cas beaucoup de copies où, on va dire, les pages sont vides, hein, puisque l'encre sympathique, évidemment, ça ne s'imprime pas, bien sûr, vous avez compris. Et donc, en fait, parce que ces personnes-là n'ont pas eu, malheureusement, plusieurs approches, plusieurs visions. Et donc, en fait, si vous ne faites pas le tour de votre saladier, hein, en le regardant sur tous les angles, pas simplement en goûtant la sauce salade que papa, maman, le savant et le professeur ont mis dedans, là, en fait, c'est clair que si vous ne faites pas cela, vous n'aurez qu'une seule vision de la réalité et vous ferez comme toutes les personnes de votre arbre généalogique, vous laisserez des quantités de copies, de côté. Et donc évidemment tout cela est en train de disparaître aussi, hein, parce que plus on avance dans les civilisations, évidemment plus on va dire ça s'épuise de notre ADN, hein, donc voilà. Donc les vices comme les talents, mais en général c'est plutôt les talents qu'on met de côté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de génie, hein, bien sûr, parce que il faut réactiver tout ça, il faut réappuyer sur tous les boutons et il faut surtout prendre conscience que l'on n'a qu'une seule vision de la sauce salade, hein, que l'on vous a mis dans la tête.
Et donc en fait ce qu'il faut capter, c'est que évidemment vous êtes la copie de toutes les copies, y compris des pages blanches, puisque tout ce qui se produit à l'extérieur de nous, donc vous avez compris évidemment l'intérêt de ma petite histoire précédente, c'est qu'évidemment eh bien on vous a dit des trucs et puis visiblement ce n'est pas exact, et donc en fait on se balade évidemment avec des copies aussi erronées, des choses que l'on croit vraies qui sont fausses. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on se transmet ça de génération en génération. Voilà, et donc en fait, évidemment, donc, vous avez compris aussi qu'il y a des pages blanches, puisque tout ce qui se produit à l'extérieur de nous, d'un point de vue historique et quantique, eh bien, vous êtes sur deux plans, vous avez des copies, des manuscrits que l'on a recopiés, ou copiés sur copie, enfin on a recopié, recopié, et donc en fait, donc voilà, et donc des fois, eh ben, on se retrouve avec des livres, je veux dire, transmis, c'est des museaux, hein, où c'est l'histoire de Barbie, voilà, et donc en fait, et vous comprenez pas que derrière Barbie, évidemment, il y a Lucie, hein, Lucie l'africaine, voilà, où il peut y avoir éventuellement Tot que vous prenez pour Ken. Donc en fait, donc vous avez les copies et ce sont évidemment des symboles, hein, ces copies évidemment qui vous ont été transmis. Donc en fait, là je parle des copies évidemment que l'on ne voit pas, des copies qui sont écrites à l'encre sympathique, voilà, et donc c'est des copies évidemment que l'on peut éventuellement percevoir, peut-être par des rêves, peut-être par des voyages, ou peut-être tout simplement en se rendant dans un musée. Et donc évidemment, eh bien, ce sont des symboles, hein, qui réactivent, on va dire, cette énergie primordiale en vous, hein. Ça fait caisse de résonance, hein, c'est comme un tambour. Voilà, et donc c'est comme des hiéroglyphes égyptiens, c'est un phonème sans voyelle, donc ça ne passe pas par le langage, hein, ça ne passe pas par le mental, ça ne passe pas par le prisme, on va dire, de toutes vos identités, de votre civilisation actuelle, de ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, ça passe dans la pensée-forme directement. C'est l'énergie évidemment qui crée une forme, un proton, hein, bien sûr. Un proton, c'est une masse avec de l'énergie et ça arrive dans le plan physique. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et donc en fait, il faut une dynamique évidemment à cela. Et la dynamique, en fait, c'est aussi d'être dans la vacuité. C'est quand on tire la chasse d'eau, hein, voilà. Là, on est dans la vacuité. Bon, ben là, il y a une dynamique, hein, voilà, parce que évidemment, quand on vide quelque chose, eh bien, quantiquement, ça va se remplir de nouveau. Voilà, donc en fait, voilà, donc c'est à partir d'un symbole qui est en résonance avec vous, évidemment, que ce phénomène, on va dire, se passe. Alors, ça peut être un objet que vous regardez, ça peut être une pensée, ça peut être un collier, ça peut être... voilà, ça peut être, on va dire, un enseignement que vous intégrez, ça peut être un symbole, donc on va dire, et vous tombez, on va dire, dans un autre monde, hein, voilà, c'est... après, ça peut être par exemple quand vous regardez un tableau et puis à un moment donné, le truc il est tellement en résonance avec vous en fait que bah, voilà, vous avez plus conscience de qui vous êtes le tableau, vous voyez, parce qu'il y a une émotion, il y a un truc qui est en train de remonter et ça n'a rien à voir en fait avec ce que vous vivez sur le plan physique et ça n'a rien à voir avec votre vie, vous voyez, il y a des gens aussi qui se baladent à droite et à gauche et qui disent ah bah c'est marrant, oh ben j'ai une drôle d'impression, j'ai l'impression que je suis déjà venue là, vous voyez, donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça, on va dire, qui peuvent se passer et il y a aussi quand par exemple les enfants sont très jeunes en fait, eh bien ils peuvent faire des choses en fait dont ils se souviennent. Alors ils disent oui tu sais moi je connais très très bien tel pays et ils commencent à vous parler dans la langue. Et donc en fait, eh bien, c'est une langue en fait, mais c'est pas du tout la langue de notre époque. Ça peut être ça aussi, ça peut être des mots, c'est très particulier. Ça peut être aussi des traces, hein, des tendances, voilà, par rapport, on va dire, à des écrits, par rapport à des thèmes, parce que ça correspond, on va dire, à ce que vous avez dans votre ADN. Hein, donc voilà. Et ce qui est très intéressant évidemment dans la divination et dans les cartes, c'est que en fait on
on va se souvenir, étant donné c'est quantique, hein, c'est pour ça que moi j'ai fait le tarot, c'est parce que en fait c'était une expérience quantique en fait au début, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc en fait quand vous tirez les tarots, eh bien vous êtes quantiquement, il y a une partie de ce que vous voyez, de ce que vous tirez, en fait c'est directement en fait un miroir. Et comme tout le monde est en miroir, eh bien en fait vous êtes en miroir avec votre carte. Et donc il y a des choses, évidemment, c'est comme le rétroviseur, c'est-à-dire évidemment c'est des angles morts que vous ne voyez pas. Voilà, moi c'est la raison pour laquelle je tire les tarots, c'est pour montrer en fait aux gens les angles morts qu'ils ne voient pas. Voilà, c'est essentiellement ça. Voilà. Et ça c'est des lois quantiques. Hein. Voilà, les scientifiques, s'ils veulent venir me chercher là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc en fait évidemment quand on est en train d'intégrer justement je veux dire des symboles, je veux dire des choses qui résonnent en vous, hein, voilà, quand vous êtes dans un pays, quand vous retournez en Égypte par exemple, ou quand vous allez en Amérique du Sud, et bien là où des perceptions peuvent être, on va dire, plus franches, plus contrastées, et donc là en fait vous avez l'impression de prendre conscience de quelque chose. Hein. Là il y a une révélation, vous allez voir un concert, vous voyez un violoniste qui est en train d'exécuter, on va dire, vraiment une symphonie extraordinaire, et puis en fait cette symphonie elle a quelque chose, il y a une résonance, voilà, et donc en fait, eh bien, par exemple, vous allez vous mettre à vous intéresser, on va dire, à l'opéra, vous intéresser à cette symphonie en particulier, voilà, à des choses comme ça, et puis petit à petit, eh bien, vous allez reconstituer évidemment le puzzle de toutes les copies qu'on a éparpillées partout, et surtout les copies en fait où plus rien ne sont écrits dessus. Hein. C'est l'encre sympathique, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une prise de conscience en fait pour comprendre évidemment d'où vient cette résonance, et c'est pour ça que les hiéroglyphes en fait n'ont pas de voyelles. C'est un petit peu comme des prières silencieuses. Hein. Il faut se mettre, on va dire, en prière. Voilà, ou en méditation, hein, c'est pareil de toute façon, et de cette manière-là, en fait, vous accédez à quelque chose, en fait, qui n'est pas du plan physique et qui ne correspond pas à la vie que vous menez, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'identifier, on va dire, à ce qui vous arrive dans votre vie, parce que ce qui vous arrive dans votre vie, ça vous enserre dans quelque chose, en fait, qui n'est pas vous-même et qui est très restrictif. Voilà. Alors, on continue. Et donc en fait, eh bien évidemment, quand vous passez cette prise de conscience, eh bien c'est l'herbe verte sous vos pieds, donc ou éventuellement l'Indien dans la ville, comme on a vu hier. Et donc c'est la réalité de la vision. Et c'est l'essence et non la copie, c'est-à-dire qu'on revient, on va dire, à l'origine du symbole, hein, bien sûr, c'est pour ça tout l'intérêt de l'art, enfin je parle pas de l'art contemporain, enfin il y a des trucs, c'est quand même de la merde, mais je parle aussi, je veux dire, de tous les symboles, évidemment, de toutes ces traces, en fait, qui sont maintenant dans les musées. Et donc en fait, on va dire que la copie, c'est juste, on va dire, la flèche, hein, voilà, la flèche qui vous dirige, ou le panneau stop, pour que tu regardes dans la bonne direction, hein, je veux dire, c'est un petit peu ça. Et donc évidemment, ce sont des signes qu'on t'envoie, évidemment, puisque tu es en résonance, on va dire, avec l'univers, et que l'univers est en résonance avec toi. Mais il faut comprendre aussi que tout vient de toi. Alors je sais que c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vivent des trucs épouvantables, c'est très, très compliqué, voilà, mais c'est la vérité quand même. Hein, donc voilà, donc en fait ce que vous vivez, eh bien c'est évidemment ce qui résonne avec vous, hein, voilà. Et si c'est des choses par défaut, c'est-à-dire c'est des choses qui vous ont été inculquées dans votre vie, qui ont été, je veux dire, c'est des téléchargements de logiciels familiaux par défaut, et c'est pour ça en fait que vous vivez des situations à répétition très douloureuses. Donc ça c'est bien de traverser évidemment le mur de merde qu'ont laissé vos ancêtres, hein, qui eux n'ont pas regardé évidemment les manuscrits qui sont après, je veux dire, dans votre bibliothèque intérieure, dans votre ADN, et tant que vous n'avez pas fait le ménage, eh bien vous ne pouvez pas regarder ces manuscrits qui sont directement dans votre bibliothèque, dans votre ADN. Voilà. Et ça, c'est ce que nous enseignent en fait les Égyptiens à travers les hiéroglyphes. Voilà. Et à travers tout un tas de symboles.
Parce que les symboles, ils sont en résonance avec vous. Donc, ce que je dis souvent, quand vous êtes hyper déprimé ou que ça ne va pas du tout, eh bien, le premier truc à faire, c'est changer, on va dire, la décoration de chez vous. Voilà, vous faire comme un cocon et avoir des images positives, des images qui vous font du bien, ce genre de choses. C'est le premier truc, hein. Ou genre vous avez l'habitude de vous habiller avec des trucs, des vêtements, voilà, ça vous va pas, votre corps ne vous va pas, votre cuisine ça vous va pas, ben vous changez tout. Tout ce que vous pouvez changer, qui ne vous convient pas, en fait vous le faites. Voilà. Et parce que justement vous êtes en résonance avec l'univers et donc avec tous les gens en fait qui vous entourent. Et donc l'univers évidemment est un écho et tu es le tambour. Donc si tu tapes le tambour, voilà, si tu apprends à taper bien le tambour, eh bien c'est clair que l'univers, eh ben, il va te renvoyer une belle mélodie, tu vois. Donc, mais si tu tapes évidemment comme un dératé parce que tu es en colère, tu as la haine contre tout le monde, bah, c'est clair que là, je veux dire, il va continuer à t'envoyer de la merde, hein. Je veux dire l'univers, je veux dire, il est comme ça, hein. Lui, il est en équilibre. Voilà, il s'en fout des trucs du mental, hein, l'univers. Il n'est pas là pour ça, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu développes en fait une expérience unique, hein, pas l'expérience de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents. Et donc, en fait, tu appelles évidemment tout ce qui résonne en toi. Et donc, en fait, pour voir l'essence de ce que tu es, eh bien, tu comprends, on va dire, que ça commence à venir vers toi. C'est une fois que tu as pris conscience de ça. Donc, voilà, tu as vidé le bol de pipi de tes ancêtres. Et bien, et là, ça commence à aller. Tu as nettoyé par terre, tu as refait la toiture du château. Donc, voilà, tu as commencé à te prendre des soupes au lieu de te prendre des pizzas. Là, voilà, tu as commencé à perdre 3 kilos. Tu es super contente. Je veux dire, tu as l'air mieux. Donc, voilà. Donc, en fait, eh bien, ça... Voilà, tu as mis en place, on va dire, un nouveau système, voilà, mais tout doux, hein, les filles, hein, je veux dire, voilà, tout doux, hein, comme Confucius, hein, un pas après l'autre, hein, parce que sinon on se casse la gueule. Et donc, en tout cas, évidemment, eh bien, on va dire que la résonance, en fait, elle va venir vers toi, hein, voilà. Et les copistes, les fragments de ton histoire, les énergies de tes ancêtres, tout ça, ça marche vers toi, hein. Tout ça, ils arrivent, les mecs, hein, parce qu'ils se disent, là, super, j'ai une possibilité, voilà, voilà. Ah non, te rends compte, c'est bon, regarde, là, il y a de la lumière, là, on va pouvoir ouvrir la porte. Ah oui, ça y est, elle a commencé à ouvrir la porte, et ça y est, tout le monde se rassemble. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, tu as dépassé, on va dire, ta dualité du mental et tu as pris conscience, en fait, voilà, que tu étais complètement enfermé, en fait, dans des idéologies, voilà, des trucs qui n'avaient rien à voir avec toi. Et là, tu as commencé à ouvrir la vraie bibliothèque, hein. Pas la bibliothèque de la sauce salade, hein, pas Musso, hein. Là, tu as ouvert la bibliothèque de tes ancêtres et là, il y a des manuscrits qui t'attendent. Ok ? Et là, c'est pas pour faire joli sur les red carpet, hein, mes amis, hein. Là, les manuscrits qui sont là, c'est des trucs qui ont été conservés, on va dire, dans votre corps, dans votre ADN. Et là, quand vous allez commencer à appuyer sur les boutons, je veux dire, là, ça va remonter, ça va être tous les talents, tous les machins, et là, ça va être de la réalisation, hein. Donc voilà, moi, je fais tout ça pour ça, hein, voilà. Moi, ça va, moi j'ai compris, donc ok. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, parce que tout marche vers toi pour te libérer de tes souffrances, il faut le comprendre aussi, parce que tout cela, on va dire, ce n'est pas toi, tu es la copie évidemment de la sauce salade et tu es aussi en même temps la copie de toutes les copies et donc ça quand tu vois arriver le truc, hein, je veux dire c'est un vrai tsunami et tout ça, je veux dire tu peux te sentir paralysé, hein, parce que les gens enfin je veux dire tes ancêtres, ça peut être quand tu dors et tout ça, enfin je veux dire ça te secoue, tu as l'impression de faire je veux dire faire 40 degrés, tu te dis bah, j'ai la grippe, là j'ai attrapé le corona, il y a un truc qui va pas, et en fait non pas du tout, c'est simplement l'énergie en fait qui te permet, on va dire, d'évacuer les anciennes informations, les informations erronées, la sauce salade que tu as acheté à Carrefour entre Musso et Lévy, hein. Donc c'est un petit peu ça.
Et donc en fait, eh bien, ça veut dire aussi que tu étais sur le chemin et tu as commencé, on va dire, à écouter des signes. Alors certains signes, certaines choses qui peuvent arriver sont évidemment de très vieilles copies, de très vieilles manuscrits. Certains ancêtres peuvent venir carrément te parler et ils sont très très vieux, bien sûr. Et tu remarqueras, on va dire, leur terreur pour certains ou leurs angoisses. Et donc évidemment, ces angoisses et ces terreurs, voilà, c'est des choses en fait qui ont été transmises et ça peut évidemment, ça peut te donner, on va dire, des impressions comme quoi, on va dire, tu te crois seul, tu crois qu'on t'a oublié, voilà, t'es désolé en même temps, enfin c'est... voilà, tu peux avoir des ancêtres comme ça qui sont en résonance avec toi, qui peuvent être désolés ou qui peuvent, voilà, ils peuvent avoir l'impression d'être abandonnés, d'être laissés pour compte, ça arrive, voilà, sur une terre étrangère. Et donc en fait, et toi tu peux, bon, c'est un petit peu compliqué évidemment de dire ça à ta copine ou à ton copain, voilà, surtout quand évidemment ils sont à fond sur le cerveau de la logique, mais on va dire eh bien, que tout ça, on va dire, avance dans une certaine forme évidemment de silence ou de solitude. Et donc quand tu atteins, on va dire, cet endroit, eh bien tu reçois une espèce de joie, tu reçois un espèce d'apaisement. Voilà, et donc en fait petit à petit par rapport à tout ce qu'on t'a collé évidemment sur le dos, eh bien tu vas te redresser et tu reçois la promesse d'un réconfort. Tu comprends que la réalité que tu vis où tout est petit, voilà, ça n'a rien à voir avec toi. Les copies de Mickey en librairie, voilà, t'intéressent plus. Voilà, et pas plus d'ailleurs que celle des moines bisounours. Voilà, et donc c'est la copie de toutes les copies, eh bien c'est celle qui est dans ton corps. Et donc en fait tu dois exploiter ce processus de développement corporel, physiologique du corps, qui nous viennent évidemment de Thoth, qui nous viennent des Mayas, je veux dire c'est tous ces gens-là, eux ils ont compris le truc, la pensée forme, je veux dire, voilà, c'est le truc qui descend dans le corps. Et donc aussi, évidemment, voilà, c'est à la fois évidemment le développement corporel, la physiologie du corps, et aussi la construction évidemment de ton intellect et la psychologie. Et voilà, parce qu'il faut un petit peu remettre les trucs dans le bon sens, parce que souvent vous avez l'air de d'éphaïstos ou de petits nains, donc il faut faire pousser les jambes, il faut faire pousser l'intellect. Voilà, il faut se bouger, donc c'est comme ça. Après, il y a des gens qui peuvent aussi faire du yoga, je veux dire... Bon, moi je ne suis pas pour les identifications, mes amis, j'espère que vous l'avez bien compris. Et donc en fait, si ton corps travaille en symbiose avec ton esprit, si tu écoutes la résonance des signes qui t'entourent, qui te permettent d'être en miroir avec toi, eh bien tu vas comprendre que les choses pour toi vont se passer de mieux en mieux, parce que tu vas te concentrer. Voilà, alors j'avais tiré une carte, c'était hier, en fait c'était... jusqu'à un niveau de conscience extatique. Alors évidemment, ça veut dire quoi en fait c'est quoi, ok, la poule là, c'est quoi la conscience extatique? Je veux dire, moi je suis pas en extase, bon, voilà, je fume pas, je me drogue pas, je suis pas en extase. Et donc en fait, ça veut dire que en fait, c'est quand tu es dans ta vacuité, donc quand tu as pris conscience évidemment de toutes les informations erronées de la sauce salade de papa-maman, donc voilà, la douloureuse expérience évidemment de la prise de conscience que beaucoup d'entre vous, on va dire, ont eu, que tout cela évidemment est parfaitement normal, c'est un processus de libération, je le répète, et voilà, et c'est parfaitement normal de se retrouver dans un truc où vous avez l'impression que tout part à volo, voilà, c'est un processus qui est physiologique, voilà, de transformation. Et donc en fait voilà, et donc vous allez pouvoir évidemment après lire tous les manuscrits qui sont restés en vous-même et que les ancêtres n'ont pas touché, voilà, donc c'est des trucs qui sont souvent restés pendant des siècles, voire des générations.
voilà, qui ont peut-être été tout simplement effacés aussi, hein. Quoique, en fait, dans l'ADN, ça dépend, hein. Enfin, je veux dire, chacun a quand même un gros bloc d'informations, hein. Je veux dire, il y a quand même une énorme matrice, hein. Et donc voilà, donc on va dire que ces manuscrits, ces copies de copies, eh bien voilà, n'ont pas été touchés en tout cas par les personnes de votre famille, tout simplement parce que ces gens, à un moment donné, c'était un petit peu comme cette situation qui s'est produite, je veux dire, entre l'Amérique du Sud et l'Égypte. Eh bien il y a eu des drames, il y a eu des situations d'effondrement, voilà, il y a eu de la tristesse, il y a eu des erreurs, il y a eu des banqueroutes, voilà, il y a eu des meurtres, il y a eu plein de choses, et donc ça vous a évidemment coupé de talent, de potentiel, hein, donc voilà, et ces potentiels, vous pouvez les réactiver parce qu'ils sont dans votre corps. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la joie, c'est voilà, d'être content de ce que l'on a, hein. Ça c'est la première chose, de ne pas s'identifier évidemment à des trucs qui vous arrivent, même si c'est extrêmement douloureux, hein, je le précise, voilà, de faire de votre mieux, hein, avec ce que vous avez, de faire de vous aussi votre meilleur ami ou votre meilleur amieux, de prendre soin de vous en premier, hein, d'arrêter évidemment de faire passer tout le monde avant vous, de faire évidemment ce qui vous fait du bien, d'être doux avec vous-même, hein. Je le répète, c'est pas parce qu'on vous adresse comme un chien qu'il ne faut pas être doux avec vous-même, voilà, parce que j'ai beaucoup rencontré de gens qui étaient extrêmement tristes, hein, bon, pour pas dire carrément dépressifs, mais c'est parce que en fait vous n'êtes pas doux avec vous-même, hein. Je veux dire, vous êtes carrément un tyran avec vous-même. Donc là, il faut reprendre un peu la gentillesse, hein. La gentillesse, c'est pas quelque chose de négatif, hein, parce que dans notre société, les gens qui on va dire, sont dans la gentillesse, hein, comme moi par exemple, je suis sympa, je vous fais des vidéos, je veux dire, ça mange pas de pain, eh bien en fait, souvent les gens les prennent pour des cons, hein. Je veux dire, c'est notre société, c'est comme ça, il faut mettre des petites étiquettes, et des fois, souvent, les petites étiquettes, eh bien, c'est souvent prendre les gens pour des cons, et souvent, c'est surtout les gens qui sont là pour vous aider ou pour vous éclairer. Donc, évidemment, il faut être gentil avec soi pour que le monde autour de vous puisse changer. Et donc c'est la joie qui vous donne la croissance, la création de ce que vous voulez être, hein, voilà, c'est l'envie, hein, c'est Johnny, hein, l'envie d'avoir envie, hein, mes amis, hein. Et donc vous comprenez que toutes les expériences humaines évidemment viennent de vous, et que vous n'avez plus peur de la souffrance, des croyances erronées et de votre passé. Et donc en fait, eh bien, tu peux changer profondément qui tu es de cette manière-là, et donc de cette prise de conscience qui peut être extrêmement douloureuse. Et bien de cette prise de conscience, eh bien tu vas aller vers l'action. Voilà. Bon, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Au revoir.